Bienvenue à FrenchPod, chers amis. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre première leçon de niveau avancé. J'aurai donc le plaisir de vous présenter ces podcasts avec la charmante Christella. Et moi, le plaisir d'être avec le charmant Amaury. Dans quel sujet allons-nous nous plonger aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va être dans un contexte de manifestation. Ah d'accord. En fait, le contexte de cette leçon, c'est un représentant syndical qui est au milieu d'une manifestation et qui exprime des revendications. D'accord. Ne perdons pas de temps alors. On va écouter le dialogue ensemble. Camarades, nous sommes rassemblés aujourd'hui afin de mettre fin à des conditions de travail tyranniques. Avec votre autre déléguée syndicale ici présente, Mademoiselle Dupré, nous allons reprendre ensemble les raisons qui incitent les travailleurs français à se soulever dans un même élan de fraternité. Camarades, il est temps de réaliser un rêve commun, à savoir partager équitablement les fruits de notre dur labeur. Il est temps de mettre en place cette révolution qui annulera les avantages inconsidérés du patronat et de la classe dirigeante. Face à l'exploitation toujours grandissante du prolétariat, cette manifestation sera vue à l'avenir comme le premier signe de notre dignité retrouvée. Voici nos revendications. Il faut que la fonction publique soit revalorisée. Il faut allouer plus de ressources à la recherche. Enfin, notre mouvement veut pousser le gouvernement à augmenter le pouvoir d'achat. Camarades, le vent de liberté qui souffle parmi nous en ce moment provoquera l'arrêt de l'injustice. Ok, donc nous revoici. Donc vu les propos tenus, on a l'impression quand même que c'est même une grève qui est en train de se faire là. Oui, vraiment, on voit que le représentant syndical s'adresse avec beaucoup d'emphase aux manifestants. Oui, donc c'est clair, il a l'air motivé. Vraiment très motivé, et il essaye aussi de motiver les troupes, comme on dit. Ouais. Et le premier mot qu'il utilise, c'est le mot « camarade ». Donc le mot « camarade », il est souvent utilisé pour dire camarade de classe. Mais dans ce contexte-là, il est utilisé pour s'adresser à quelqu'un, notamment à des personnes liées par des activités communes. Là, on voit que c'est des personnes qui font partie du même syndicat, qui peuvent faire partie d'un même parti politique, par exemple. Mm-hmm. Après s'être adressé une première fois à la foule, il va expliquer qu'il n'est pas tout seul pour défendre sa cause. Il est accompagné d'une déléguée syndicale, une déléguée, c'est-à-dire une personne choisie par un groupe pour parler, voter, représenter ce groupe, notamment lors d'une réunion. Et c'est une déléguée syndicale, une déléguée qui travaille pour le syndicat. D'accord, donc en fait, qui va jouer un rôle de second en fait, par rapport au représentant quand même. Oui, exactement, elle va l'accompagner et aussi elle va l'aider à reprendre les raisons qui font qu'ils sont là aujourd'hui. Elle va donc répéter ces raisons, les lister. Donc à deux, voilà, elle va l'aider à faire une liste des raisons qui incitent les travailleurs français à se soulever, en fait, qui vont les pousser à se soulever, qui vont les conduire à avoir ce mouvement. Ouais, à avoir ce mouvement, cet élan de fraternité, ce sentiment d'être tous ensemble, liés par la même cause. Voilà, pour encore mieux faire bouger les choses. Exactement. Donc comme tu dis, un élan de fraternité, pourquoi en fait ? Pour arriver à quoi ? Ils souhaitent partager équitablement les fruits de leur dur labeur. Qu'est-ce qu'on entend par là en fait ? Les fruits de leur travail, très difficile. Le mot labeur n'est pas tellement utilisé en fait en France. C'est beaucoup moins courant que le mot travail. En général, on en parle. En général, on l'utilise plutôt pour désigner un travail extrêmement pénible et notamment une quantité de travail très lourde. Voilà. On comprend que c'était peut-être un mot de vocabulaire plus spécifique à des temps anciens. Oui. Quand les gens travaillaient beaucoup de manière plus acharnée que maintenant en fait. Oui, comme par exemple le travail dans les champs. Toute la journée, sous le soleil, à l'usine, dans les mines. Voilà. Et là, il est vraiment utilisé pour que le sens des paroles de la déléguée soit encore plus fort et plus marquant. Bien sûr, surtout qu'elle parle après patronat et de la classe dirigeante, donc vraiment pour que ce soit en opposition. Exactement. Donc justement, elle parle des avantages inconsidérés, des avantages excessifs. Du patronat, des grands patrons d'entreprise et de la classe dirigeante. Et du fait qu'ils souhaitent mettre fin à l'exploitation du prolétariat et arriver à une plus grande égalité. Oui, et pour cela, ils ont plusieurs revendications, plusieurs exigences et demandes. Alors, 1. Ils souhaitent que la fonction publique soit revalorisée, qu'on lui redonne de la valeur. 2.
Ils souhaitent qu'on alloue plus de ressources à la recherche scientifique. Et d'ailleurs, beaucoup de Français pensent qu'il faut qu'un budget plus important soit alloué à la recherche scientifique et à l'éducation. Et enfin, Augmenter le pouvoir d'achat. je pense que c'est une demande légitime. Ouais. Avec l'arrivée de l'euro, on a quand même bien souffert. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup de commerçants qui ont augmenté les prix, étant donné que tout le monde ne savait pas faire exactement la conversion. On ne se rendait pas bien compte du prix réel des produits. Ouais. Et donc maintenant, la valeur de l'euro a augmenté et le pouvoir d'achat a réduit. Ouais. C'est ce que les gens pensent, c'est clair, c'est ce que les gens pensent, ouais. Et donc évidemment, ils souhaitent pouvoir acheter plus de choses, Mhm. pouvoir consommer plus. En tout cas, je pense que c'est une demande universelle. Et donc voilà, en reprenant notre cher terme camarade, on termine ce dialogue avec un espoir de plus de justice dans notre société. On écoute le dialogue à nouveau. Camarades, nous sommes rassemblés aujourd'hui afin de mettre fin à des conditions de travail tyranniques. Avec votre autre déléguée syndicale ici présente, Mademoiselle Dupré, nous allons reprendre ensemble les raisons qui incitent les travailleurs français à se soulever dans un même élan de fraternité. Camarades, il est temps de réaliser un rêve commun, à savoir partager équitablement les fruits de notre dur labeur. Il est temps de mettre en place cette révolution qui annulera les avantages inconsidérés du patronat et de la classe dirigeante. Face à l'exploitation toujours grandissante du prolétariat, cette manifestation sera vue à l'avenir comme le premier signe de notre dignité retrouvée. Voici nos revendications. Il faut que la fonction publique soit revalorisée. Il faut allouer plus de ressources à la recherche. Enfin, notre mouvement veut pousser le gouvernement à augmenter le pouvoir d'achat. Camarades, le vent de liberté qui souffle parmi nous en ce moment provoquera l'arrêt de l'injustice. Et nous revoici à nouveau. Ce n'est pas pour rien que nous avons choisi ce thème des manifestations pour cette première leçon de niveau avancé. C'est vraiment un thème très français, étant donné qu'en France, on aime beaucoup faire des manifestations, on en fait très souvent. Et on est connu internationalement, je crois, pour ces fameux événements. Est-ce que tu as déjà participé à une manifestation, Amaury ? Plusieurs fois, oui. C'est vrai ? Ouais. C'était pourquoi ? C'était contre mon gré. Je me suis déjà retrouvé dans des manifestations sans vouloir y être. Comment c'est possible ? Je voulais traverser Paris. Et il y avait une Qu'est-ce qui s'est manifestation partout, donc à un moment j'ai été pris dans la foule. Finalement, j'ai manifesté avec les gens sans vraiment savoir pourquoi. C'est pas vrai ? Mais parfois j'y suis allé parce que je voulais vraiment revendiquer. Et donc c'est vrai qu'on a souvent des dirigeants, comme dans le dialogue ici, qui expliquent un peu à la foule ce pourquoi on est là. Qui rappellent le but de la manifestation et Ouais. aussi qui sont vraiment là pour pousser les gens en fait à être encore plus motivés pour manifester et encore plus motivés pour C'est revendiquer des droits Tout à fait, et ouais. des avantages. Mhm. Bon alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, le fait que maintenant manifester est un droit en France. Un droit dont on jouit pleinement. Exactement. Et donc voilà pourquoi c'était un plaisir de le partager avec vous aujourd'hui. On espère vraiment que vous avez apprécié cette leçon. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur les sites internet. Oui, frenchpod.com. Et si vous avez des questions, on est là pour y répondre. C'était un plaisir, Christella. C'était un plaisir, Amaury, pour cette toute première leçon. Je suis toute émue. Au revoir à tous. À bientôt. The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To resume. Reprendre. Delegate. Le délégué. Demands. La revendication. Surge. L'élan. Excessive. Inconsidéré. Now, a bit faster. Excessive. Inconsidéré. To resume. Reprendre. Excessive. Inconsidéré. To resume. Reprendre. Demands. La revendication. Surge. L'élan. To resume. Reprendre. Demands. La revendication. Delegate. Le délégué.
Now, use the words in context. Le délégué. In middle school and high school, class delegates are elected by their classmates. Au collège et au lycée, les délégués de classe sont élus par leurs camarades de classe. Reprendre. Allow me to correct myself. I hope that the workers can obtain an increase in their purchasing power. Je me reprends. Je souhaite que les travailleurs puissent obtenir l'augmentation de leur pouvoir d'achat. L'élan. According to the witnesses, he violently beat her in a surge of anger. D'après les témoins, c'était dans un élan de colère qu'il l'a violemment battue. Inconsidéré. The careless remarks made by the CEO that night shocked the entire audience. Les propos inconsidérés tenus par le PDG ce soir-là ont choqué toute l'assistance. La revendication. The major problem was that the party's demands were unrealistic. Le problème majeur fut que les revendications du parti manquaient de réalisme. Reprendre. Allow me to correct myself. I hope that the workers can obtain an increase in their purchasing power. Je me reprends. Je souhaite que les travailleurs puissent obtenir l'augmentation de leur pouvoir d'achat. L'élan. According to the witnesses, he violently beat her in a surge of anger. D'après les témoins, c'était dans un élan de colère qu'il l'a violemment battue. Inconsidéré. The careless remarks made by the CEO that night shocked the entire audience. Les propos inconsidérés tenus par le PDG ce soir-là ont choqué toute l'assistance. Bonjour à tous, bienvenue à FrenchPod. Aujourd'hui, nous avons une leçon avancée et je suis ici avec Christella. Bonjour tout le monde, salut Amaury. Bonjour Christella. Alors, aujourd'hui, le principal protagoniste de cette leçon a quelques problèmes, puisqu'il se retrouve au tribunal. Donc dans cette leçon, on assiste à un procès et on est donc en présence d'un juge et de l'accusé. Et donc, nous allons suivre le procès de cette personne afin d'avoir quelques explications sur ce qui s'est passé. On va commencer par écouter le dialogue. Accusé, levez-vous. Nous nous trouvons aujourd'hui au sein de ce tribunal pour juger le cas de Monsieur Pierre Leblanc, qui a choisi d'assurer lui-même sa défense. C'est bien cela, Monsieur Leblanc ? Tout à fait, Madame le juge. Rappelons brièvement les faits. Le samedi 8 septembre 2007, aux alentours de 20h selon le rapport de police, un cambriolage a eu lieu dans l'appartement de Madame Jacour, votre voisine de palier, qui ne se trouvait pas à son domicile, s'étant absentée pour le week-end. Précisons que Madame Jacour vit seule avec ses 2 chats, ayant divorcé de son mari voilà 5 ans. Jusque-là, je suis d'accord. Madame Jacour porte plainte contre vous suite à la disparition d'une bague en or massif qui se trouvait cachée dans un étui posé tout en haut de sa commode. Or, il se trouve que vous avez été aperçu rôdant près de sa porte vers 20h, selon les témoignages de la concierge Madame Jabert, ici présente, et que vos empreintes ont été retrouvées en maints endroits chez la plaignante. De plus, en tant que voisin envers qui la plaignante avait totale confiance, vous possédiez un double des clés de son appartement. Madame le juge, je ne rôdais pas. Voilà ce qui s'est réellement passé. Alors que je m'apprêtais à dévorer un de mes romans policiers favoris comme chaque samedi soir, j'ai entendu un bruit suspect venant de l'appartement de Madame Jacour, précisément à 19h52. Quel genre de bruit, Monsieur Leblanc ? Eh bien, ça ressemblait à des bris de verre, comme le son d'un vase qui se brise. Intéressant, continuez. Vous comprenez, j'allais entamer la lecture d'un roman d'Hercule Poirot. Il fallait que j'intervienne. C'est évident. Poursuivez. Je suis donc sorti de chez moi et frappé à la porte de Madame Jacour, mais comme personne ne répondait, je me suis permis de m'introduire chez elle. C'est là que vous avez été observé, je cite les dires de Madame Jabert, en train d'entrer de manière insidieuse chez la victime. Mais pas du tout.
La concierge se méprend, madame le juge. Je suis entré avec précaution, par peur de tomber nez à nez avec quelques voleurs. J'ai donc surpris les 2 chats de madame Jacour courir de part et d'autre du salon, renversant tout sur leur passage, d'où le vase brisé, y compris l'étui de ma très chère voisine. Ceci n'explique pas le méfait, monsieur Leblanc. Vous allez comprendre. En tombant, l'étui s'est ouvert et la précieuse bague s'en est échappée. À ce moment, les 2 animaux se sont rués sur l'anneau et l'ont avalé d'un seul coup. En toute honnêteté, je ne me souviens plus lequel est coupable. Je suggère donc qu'on opère les 2 chats de madame Jacour au plus vite pour retrouver le bijou. C'est très bien, monsieur Leblanc, nous avons tous pris note de votre plaidoyer, mais je doute que les personnes ici présentes aient été convaincues. La plainte est donc maintenue et vous resterez en détention provisoire jusqu'à votre prochaine comparution. Un petit conseil, monsieur Leblanc, prenez un bon avocat entre-temps. Donc nous revoilà. Alors le juge commence par interpeller le prévenu en lui demandant « Accusé, levez-vous ». C'est ça? Le juge commence à expliquer la situation et aussi rappeler les faits. Donc il dit qu'il se trouve au sein d'un tribunal, Ouais. c'est-à-dire à l'intérieur d'un tribunal. Mhm. On est dans un tribunal, donc les mots employés sont des mots plus sophistiqués. Alors quand elle évoque l'histoire, elle emploie 2 mots qui sont assez intéressants. Elle parle d'un cambriolage et d'une voisine de palier. En fait, qu'est-ce que c'est un cambriolage? Un cambriolage, c'est quand quelqu'un entre par effraction dans une propriété, une demeure, une maison, un appartement pour voler. Et donc ensuite, la deuxième expression, voisine de palier. Le palier, c'est la plateforme où se termine un étage et en général, on utilise le mot voisin de palier ou voisine de palier si c'est une femme pour dire que c'est des voisins qui habitent au même étage en fait. D'accord. Est-ce que tu as des voisins de palier, toi, chez toi? Ah non, j'habite dans une maison. Ah d'accord. Moi j'habite en appartement et j'ai donc des voisins de palier, à ma gauche et à ma droite. En même temps, au cours de son discours, elle emploie une forme grammaticale qui est assez intéressante, à savoir s'étant absenté et ayant divorcé. C'est quoi cette forme de conjugaison? En fait, c'est du gérondif passé. C'est une forme grammaticale en fait qui est utilisée pour rappeler des faits qui ont eu lieu dans le passé et qui ont eu des conséquences sur le présent. Est-ce qu'on pourrait peut-être citer un autre exemple de gérondif passé? Oui, par exemple, on pourrait dire « Ayant chanté toute la semaine, elle n'avait plus de voix le samedi D'accord. C'est embêtant si elle travaille à FrenchPod. ». Ou alors, on peut par exemple dire « Ayant mangé tout l'après-midi, le soir venu, il n'avait plus faim ». D'accord. Donc le juge continue son explication ensuite. La plaignante, donc qui est Madame Jacour, a porté plainte. Quand est-ce qu'on porte plainte en fait? On porte plainte suite à une oppression, à une agression, à un méfait qui a été commis envers nous. Et tu cites le mot méfait là maintenant, qui va revenir un peu plus tard. C'est quoi un méfait? Un méfait, c'est un acte de malveillance, une action illégale. D'accord. Donc on est toujours dans l'explication du juge. Elle fait intervenir une autre personne dans son explication, qui est le témoin, Madame Jabert, la concierge. la concierge. Alors qu'est-ce que c'est une concierge, Amaury? Donc un concierge, c'est une personne qui vit dans un immeuble, souvent au rez-de-chaussée, et qui s'occupe de l'entretien des lieux, mais aussi qui surveille les allées et venues des résidents et qui s'occupe de leur courrier. Et donc c'est encore très typique en France. Et donc en fait, une fois l'énonciation des faits terminée, on voit quand même que le prévenu, Monsieur Leblanc, a beaucoup de preuves contre lui. Puisqu'on a retrouvé ses empreintes en maint endroit chez la plaignante. Oui, le mot empreinte, en fait, sous-entend empreinte de doigt. D'accord? Et en mains endroits, main, c'est un mot plus sophistiqué pour dire plusieurs endroits. Et en plus, il avait un double des clés, donc c'est encore un élément qui est contre lui. Exactement. Alors il essaie de s'expliquer quand même. Ben oui, il va se défendre. Alors il expose sa version des faits et il dit qu'il allait entamer la lecture d'un roman d'Hercule Poirot. Alors le mot entamer, c'est un mot pour dire commencer et c'est aussi un peu plus sophistiqué. Employé dans des contextes plus soutenus aussi. Là, on se trouve dans un tribunal, donc c'est parfaitement adapté. Ouais. Et il dit un roman d'Hercule Poirot. C'est les romans d'Agatha Christie, c'est ça? Ouais, c'est bien ça, Christella. Je sais pas s'il a employé exprès dans son argumentation ici, car Hercule Poirot, en fait, c'est un détective. C'est un des personnages principaux des romans d'Agatha Christie, qui avait donc pour sujet de prédilection les crimes et les meurtres. Et tu as déjà lu un de ces romans, Amaury? Ouais, et en fait, ils sont tout à fait passionnants parce qu'il y a toujours des intrigues très compliquées, donc moi j'adore. Il continue d'expliquer les faits comme ils se sont passés selon lui. Et il dit « Je me suis permis de m'introduire chez elle ». Alors pourquoi il dit les choses comme ça? Pourquoi il dit pas tout simplement « Je suis entré chez elle ». Parce qu'en utilisant cette phrase, il montre bien qu'il respecte sa voisine et qu'il ne lui ferait jamais de mal. Donc il s'est permis de s'introduire. Dans le sens où il n'osait pas vraiment, mais là la situation le demandait, elle exigeait, donc il l'a fait. Exactement. D'accord.
Alors ensuite, le juge parle de l'observation qui a été faite par Madame Jabert et le juge dit, je cite, les dires de Madame Jabert. Ouais. Donc les dires, c'est un mot qui signifie les propos, les paroles. Et c'est aussi un mot qui est un peu plus sophistiqué. Et évidemment, il continue sa défense, il n'est pas d'accord. Puisqu'il dit mais elle se méprend. Donc elle se trompe. Exactement, ouais. Puisque s'il a fait ça, c'était pour éviter de tomber nez à nez avec quelques voleurs. Donc on se retrouve avec cette fin de phrase, tomber nez à nez avec quelques voleurs. Comment on peut expliquer en fait nez à nez cette expression ? Alors je trouve que c'est une expression figurée extrêmement visuelle, dans le sens où on voit bien nez à nez. C'est vraiment une expression qui veut dire se retrouver confronté par surprise à quelqu'un. Et dans ce contexte-là, ça aurait été une mauvaise surprise. D'accord. Puisque ça aurait été avec un voleur. Ouais, là, comme tu l'as dit, donc avec quelques voleurs, c'est un synonyme avec un voleur. Et voilà, donc il termine son argumentation. Mais le juge n'a pas l'air vraiment convaincu. Elle dit donc à Monsieur Leblanc que tout le monde a pris note de son plaidoyer. Son plaidoyer, sa défense, son argumentation. Qui est prononcé généralement devant un tribunal pour défendre une cause. En l'occurrence, pour défendre sa cause ici. Oui. Et donc il va rester en détention provisoire jusqu'à sa prochaine comparution. Donc en effet, ils vont le garder en prison. Ici, le pauvre, il est toujours suspect parce que le procès n'est toujours pas terminé. Le pauvre Monsieur Leblanc, il n'est pas sorti d'affaire. Si on écoutait le dialogue encore une fois. D'accord. Accusé, levez-vous. Nous nous trouvons aujourd'hui au sein de ce tribunal pour juger le cas de Monsieur Pierre Leblanc, qui a choisi d'assurer lui-même sa défense. C'est bien cela, Monsieur Leblanc ? Tout à fait, Madame le juge. Rappelons brièvement les faits. Le samedi 8 septembre 2007, aux alentours de 20h selon le rapport de police, un cambriolage a eu lieu dans l'appartement de Madame Jacour, votre voisine de palier, qui ne se trouvait pas à son domicile, s'étant absentée pour le week-end. Précisons que Madame Jacour vit seule avec ses 2 chats, ayant divorcé de son mari voilà 5 ans. Jusque-là, je suis d'accord. Madame Jacour porte plainte contre vous suite à la disparition d'une bague en or massif qui se trouvait cachée dans un étui posé tout en haut de sa commode. Or, il se trouve que vous avez été aperçu rôdant près de sa porte vers 20h, selon les témoignages de la concierge Madame Jabert, ici présente, et que vos empreintes ont été retrouvées en maints endroits chez la plaignante. De plus, en tant que voisin envers qui la plaignante avait totale confiance, vous possédiez un double des clés de son appartement. Madame le juge, je ne rôdais pas. Voilà ce qui s'est réellement passé. Alors que je m'apprêtais à dévorer un de mes romans policiers favoris comme chaque samedi soir, j'ai entendu un bruit suspect venant de l'appartement de Madame Jacour, précisément à 19h52. Quel genre de bruit, Monsieur Leblanc ? Eh bien, ça ressemblait à des bris de verre, comme le son d'un vase qui se brise. Intéressant, continuez. Vous comprenez, j'allais entamer la lecture d'un roman d'Hercule Poirot. Il fallait que j'intervienne. C'est évident. Poursuivez. Je suis donc sorti de chez moi et frappé à la porte de Madame Jacour, mais comme personne ne répondait, je me suis permis de m'introduire chez elle. C'est là que vous avez été observé, je cite les dires de Madame Jabert, en train d'entrer de manière insidieuse chez la victime. Mais pas du tout. La concierge se méprend, Madame le juge. Je suis entré avec précaution, par peur de tomber nez à nez avec quelques voleurs. J'ai donc surpris les 2 chats de Madame Jacour courir de part et d'autre du salon, renversant tout sur leur passage, d'où le vase brisé, y compris l'étui de ma très chère voisine. Ceci n'explique pas le méfait, Monsieur Leblanc. Vous allez comprendre. En tombant, l'étui s'est ouvert et la précieuse bague s'en est échappée. À ce moment, les 2 animaux se sont rués sur l'anneau et l'ont avalé d'un seul coup. En toute honnêteté, je ne me souviens plus lequel est coupable. Je suggère donc qu'on opère les 2 chats de Madame Jacour au plus vite pour retrouver le bijou. C'est très bien, Monsieur Leblanc, nous avons tous pris note de votre plaidoyer, mais je doute que les personnes ici présentes aient été convaincues. La plainte est donc maintenue et vous resterez en détention provisoire jusqu'à votre prochaine comparution. Un petit conseil, Monsieur Leblanc, prenez un bon avocat entre-temps. Et voilà, donc on ne connaît pas la sentence. Ce sera à nous de nous faire notre petite idée. De nous faire notre propre opinion. Ouais. Je sais pas, est-ce que tu as un avis ? En fait, je suis un peu partagée. Il pourrait être coupable comme il pourrait être innocent. Mais le fait qu'il ait choisi de se représenter lui-même, c'est pas forcément un choix très judicieux. C'est vrai qu'il vaudrait peut-être mieux prendre un avocat, comme le dit le juge. Exactement. En fait, j'ai déjà assisté à des procès. Ouais.
Et en général, les gens qui choisissaient de se représenter eux-mêmes pour gagner leur procès, il fallait soit qu'ils soient avocats, soit qu'ils aient une très bonne connaissance de la loi, ce qui est vraiment pas facile. Sinon, très souvent, ça se passait pas très bien. Mais en tout cas, j'ai assisté à des histoires vraiment passionnantes. En France, il y a des procès qui sont publics. Ouais. Et c'est vraiment très intéressant de se rendre, par exemple, dans un tribunal de grande instance et d'assister à des procès pour voir quel est le fonctionnement de la justice française. D'accord, donc c'est gratuit, évidemment. Oui, bien sûr. Et on peut y assister librement. On peut y assister. Il y a des procès auxquels on peut assister librement, oui. Ouais, c'est intéressant. Donc voilà, donc ici on a une approche du système judiciaire français, même si évidemment ça ne se passe pas comme ça exactement, puisque souvent il y a un procureur, des avocats, et puis bon, il y a différents types de tribunaux. Mais on a une petite idée. Donc on espère que cette leçon vous a plu. Et surtout n'hésitez pas à donner votre verdict, ce que vous pensez sur le cas Leblanc ici, ou bien sûr sur frenchpod.com. Donc à bientôt pour la prochaine leçon avancée. Salut Amaury. Salut. Salut tout le monde. The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Defendant. L'accusé. Inside. Au sein de. Tribunal. Le tribunal. Defense. La défense. Briefly. Brièvement. Burglary. Le cambriolage. Same floor. Le palier. To press charges. Porter plainte. Following. Suite à. Testimony. Le témoignage. Fingerprints. L'empreinte. Many. Main. Plaintiff. Le plaignant. Spare set of keys. Le double de clé. To start. Entamer. Words. Les dire. Insidious. Insidieux. Face to face. Nez à nez. Misdemeanor. Le méfait. Culprit. Le coupable. Plea. Le plaidoyer. Custody. La détention provisoire. Court hearing. La comparution. Lawyer. L'avocat. Now, a bit faster. Court hearing. La comparution. Culprit. Le coupable. Plea. Le plaidoyer. Plaintiff. Le plaignant. Lawyer. L'avocat. Briefly. Brièvement. Face to face. Nez à nez. Same floor. Le palier. Fingerprints. L'empreinte. Burglary. Le cambriolage. Defense. La défense. To start. Entamer. Same floor. Le palier. Culprit. Le coupable. Tribunal. Le tribunal. Culprit. Le coupable. Insidious. Insidieux. Defendant. L'accusé. Following. Suite à. Tribunal. Le tribunal. Following. Suite à. To start. Entamer. Plea. Le plaidoyer. Testimony. Le témoignage. Misdemeanor. Le méfait. Burglary. Le cambriolage. Defense. La défense. To start. Entamer. Court hearing.
La comparution. Face to face. Nez à nez. Inside. Au sein de. Culprit. Le coupable. Many. Main. Court hearing. La comparution. To press charges. Porter plainte. Testimony. Le témoignage. Inside. Au sein de. Insidious. Insidieux. Plaintiff. Le plaignant. Burglary. Le cambriolage. Culprit. Le coupable. Inside. Au sein de. Many. Main. To start. Entamer. Briefly. Brièvement. Burglary. Le cambriolage. To start. Entamer. To press charges. Porter plainte. Spare set of keys. Le double de clé. Now, use the words in context. Porter plainte. Since that non-governmental organization pressed charges against this multinational company, the sales figures of the latter have fallen considerably. Depuis que cette ONG a porté plainte contre cette multinationale, le chiffre d'affaires de cette dernière a considérablement chuté. Main. He tried several times in vain to win her back. Maintes fois, il essaya de la reconquérir, en vain. Entamer. Although the negotiations were started with all parties involved, they led to nothing concrete. Bien que des négociations furent entamées avec toutes les parties concernées, elles n'aboutirent à rien de concret. Le méfait. The pedophile was never brought to justice for his crimes. Ce pédophile ne fut jamais traduit en justice pour ses méfaits. Le plaidoyer. That man's speech for the defense was so remarkable that it made the front page of all the world's newspapers. Le plaidoyer de cet homme fut si remarquable qu'il fit la une des journaux du monde entier. Porter plainte. Since that non-governmental organization pressed charges against this multinational company, the sales figures of the latter have fallen considerably. Depuis que cette ONG a porté plainte contre cette multinationale, le chiffre d'affaires de cette dernière a considérablement chuté. Main. He tried several times in vain to win her back. Maintes fois, il essaya de la reconquérir, en vain. Entamer. Although the negotiations were started with all parties involved, they led to nothing concrete. Bien que des négociations furent entamées avec toutes les parties concernées, elles n'aboutirent à rien de concret. Le plaidoyer. That man's speech for the defense was so remarkable that it made the front page of all the world's newspapers. Le plaidoyer de cet homme fut si remarquable qu'il fit la une des journaux du monde entier. Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue sur French Pod. Je m'appelle Amaury. Et moi c'est Christella, bonjour tout le monde. Nous avons une nouvelle leçon avancée aujourd'hui. Une nouvelle leçon pour vous qui parle des Jeux Olympiques. Alors en fait, quel est le contexte ? Alors en fait, ce qui nous intéresse dans le dialogue aujourd'hui, c'est l'origine des Jeux. Et le contexte, nous sommes en présence de deux journalistes qui se trouvent à Pékin, évidemment, pour le début des Jeux Olympiques. Et alors on imagine qu'ils ont préparé un peu leur reportage pour cet événement qui est regardé par des milliards de téléspectateurs à travers le monde. Et donc, l'émission commence. En même temps que le dialogue. C'est avec une énorme joie que nous allons assister aujourd'hui à l'ouverture des 29e Jeux Olympiques d'été de l'ère moderne. Cette année, le privilège revient à la Chine d'accueillir la plus grande manifestation sportive internationale. Mais je crois, cher Léon, que vous tenez dans un premier temps à nous faire un petit rappel historique. Je vous passe donc la parole.
En effet, Ariane, avant le début des festivités qui marqueront cette ouverture, il me tient particulièrement à cœur que nous profitions de cette occasion pour rappeler à tous nos chers auditeurs que les Olympiades furent remises au goût du jour et réintroduites par l'intermédiaire d'un Français, le baron Pierre de Coubertin. Tout à fait, c'est en 1896 que cette compétition d'envergure mondiale fut réorganisée à Athènes en Grèce, le berceau de cet événement sous l'égide du Congrès olympique, l'ancêtre du Comité international olympique. À noter par ailleurs que les femmes ne purent participer à ces premiers jeux, mais qu'il fallut attendre les seconds, qui se déroulèrent à Paris 4 ans plus tard, pour les voir concourir aux côtés de leurs homologues masculins. Bien sûr, au cours du XXe siècle, les jeux connurent une évolution fulgurante à tous les niveaux, notamment par rapport au nombre de concurrents, au budget investi ou encore à leur couverture médiatique. Je ne vous dément pas, Ariane, mais la devise est restée la même depuis leur réintroduction, Situs, Altus, Fortus, plus vite, plus haut, plus fort, ainsi que l'esprit de la compétition qui se retrouve dans l'expression « l'important n'est pas de gagner, mais de participer ». Et nous espérons tous que c'est l'état d'esprit qui animera encore cette grande fête du sport. Mais sans plus attendre, voilà la cérémonie qui commence. Et nous voilà de retour. Donc la journaliste au début commence par résumer un petit peu la situation et elle explique que les Jeux Olympiques se déroulent à Pékin, étant donné que le privilège d'organiser les Jeux Olympiques revient à la Chine. Donc revenir à signifie a été attribué. C'est le tour de la Chine d'accueillir cette grande manifestation sportive. Ouais, c'est ça, Christella. La manifestation sportive, donc un événement sportif tout simplement. Donc le journaliste tient à faire un petit rappel historique. Ouais. Et alors, il tient à faire quelque chose. Tenir à faire quelque chose, ça veut dire vouloir vraiment. Par exemple, on peut dire Amaury tient à se marier dans une église. Ouais, Ou, très bon exemple. ou un autre exemple, il tenait à la voir avant de partir. D'accord, en fait, c'est pour dire qu'on a vraiment envie, quoi. C'est ce qu'on veut vraiment, comme t'as dit. Et alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'un peu plus loin, l'autre journaliste prend la parole et il dit « Il me tient particulièrement à cœur ». Alors là, en fait, c'est une expression très similaire. Le sens est le même, ça veut dire tenir à cœur, ça veut dire vouloir vraiment, mais le sens est encore plus fort que l'expression qu'on vient de voir, tenir à, vu que le cœur est impliqué, donc évidemment les sentiments sont impliqués. Donc quand on dit « il me tient à cœur de faire quelque chose », ça signifie encore un plus grand désir. Voilà, que c'est vraiment très important pour moi. Par exemple, il me tient à cœur de respecter l'environnement. C'est très bien, je trouve. Ou sinon, par exemple pour Amaury, il lui tient à cœur que ses parents soient là le jour de son mariage. Voilà, tout à fait. Mais bon, c'est pas encore décidé, hein, donc il y a encore du temps, les parents. Et donc, comme tu l'as dit, en fait, on peut dire tenir à cœur de... Faire quelque chose. Ou tenir à cœur que... Suivi du subjonctif. D'accord. Et là, donc, ce dont il veut parler, c'est du passé des Olympiades. Et notamment, pour introduire cela, il dit « Elles ont été remises au goût du jour ». Alors, remettre au goût du jour. Je pense que le plus simple, c'est de décomposer cette expression. En fait, le goût, ici, est employé au sens figuré pour désigner ce qu'on aime, ce qui nous plaît. Le goût du jour, en fait, ça signifie ce qui est à la mode, ce qui a du succès en ce moment. Ok. Et donc, remettre au goût du jour, en fait, c'est faire de quelque chose qui était oublié, quelque chose qui est à nouveau utilisé, pratiqué, qui est à nouveau en vogue. D'accord. Donc, les Olympiades ont été remises au goût du jour par le baron de Coubertin, un Français, disons-le, en 1896, date où elles ont été réorganisées pour la première fois. Et où ça? À Athènes. Athènes, donc, qui est le berceau de cet événement. Alors, pourquoi il y a ce mot, le berceau, Amaury? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec les bébés? Pas vraiment, je crois. Non, en fait, là, c'est une image, puisque les Jeux Olympiques ont été créés en Grèce, dans l'Antiquité. On peut utiliser cette forme imagée pour désigner l'origine d'un événement, en fait. D'accord. Par exemple, on peut dire que Grèce est aussi le berceau de la démocratie? Tout à fait. Et donc, la journaliste dit que c'est une compétition d'envergure mondiale, c'est-à-dire d'ampleur mondiale, d'échelle mondiale, qui concerne le monde entier. Il y a aussi un peu plus loin l'expression « sous l'égide de ». Et donc cette expression sous l'égide de, en fait, veut dire grâce à l'influence de, grâce au soutien de. C'est donc grâce au soutien, grâce à l'influence du Congrès olympique que les Olympiades ont été réorganisées à Athènes en 1896. C'est ça.
Donc ensuite, les journalistes parlent un peu des jeux et de leur évolution jusqu'à ce qu'ils arrivent à décrire cette évolution et ils emploient le terme fulgurant. Oui, il parle d'une évolution fulgurante. Donc le mot fulgurant vient d'un verbe très ancien, le verbe fulgurer, D'accord. qui signifiait lancer des éclairs. Aujourd'hui, on utilise seulement l'adjectif fulgurant pour désigner quelque chose qui a la rapidité d'un éclair, qui est extrêmement rapide et qui a aussi la puissance d'un éclair, donc qui est aussi très impressionnant. Ok. Donc ici, quand il parle d'une évolution fulgurante, il parle d'une évolution à la fois très rapide et très impressionnante. D'accord, et ça on le voit par les 3 exemples qui sont donnés après, par rapport au nombre de concurrents. Et c'est vrai qu'au début, je crois qu'avec 200 concurrents, 200 athlètes, sur 100 ans ça a évolué quand même de manière incroyable. Et que maintenant, il y a plus de 10 000 athlètes qui participent aux Jeux Olympiques, donc il y a vraiment une évolution incroyable. Il y a 16 000 journalistes qui s'y trouvent pour commenter les Jeux. À mon avis, ça ne devait pas être la même chose au début. Et les budgets sont énormes. Alors le journaliste acquiesce, il dit donc « Je ne vous dément pas, Ariane ». Qu'est-ce que ça veut dire, Amaury, démentir ? Ça veut dire en fait contredire. Donc là, il est d'accord avec elle. D'accord. Mais il dit aussi que la devise est restée la même. Alors une devise, c'est une courte formule qui exprime, qui résume une idée, une pensée, un état d'esprit. Par exemple, ici, c'est plus vite, plus haut, plus fort, mais on peut penser à d'autres devises. Des gens peuvent avoir une devise, comme les mousquetaires avaient une devise, un pour tous, tous pour un. Ou alors Hakuna Matata dans Le Roi Lion. Ce qui veut dire... Ça veut dire que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Bon, trêve de plaisanterie, on va écouter à nouveau le dialogue. C'est avec une énorme joie que nous allons assister aujourd'hui à l'ouverture des 29e Jeux Olympiques d'été de l'ère moderne. Cette année, le privilège revient à la Chine d'accueillir la plus grande manifestation sportive internationale. Mais je crois, cher Léon, que vous tenez dans un premier temps à nous faire un petit rappel historique. Je vous passe donc la parole. En effet, Ariane, avant le début des festivités qui marqueront cette ouverture, il me tient particulièrement à cœur que nous profitions de cette occasion pour rappeler à tous nos chers auditeurs que les Olympiades furent remises au goût du jour et réintroduites par l'intermédiaire d'un Français, le baron Pierre de Coubertin. Tout à fait, c'est en 1896 que cette compétition d'envergure mondiale fut réorganisée à Athènes en Grèce, le berceau de cet événement sous l'égide du Congrès olympique, l'ancêtre du Comité international olympique. À noter par ailleurs que les femmes ne purent participer à ces premiers jeux, mais qu'il fallut attendre les seconds, qui se déroulèrent à Paris 4 ans plus tard, pour les voir concourir aux côtés de leurs homologues masculins. Bien sûr, au cours du XXe siècle, les Jeux connurent une évolution fulgurante à tous les niveaux, notamment par rapport au nombre de concurrents, au budget investi ou encore à leur couverture médiatique. Je ne vous dément pas, Ariane, mais la devise est restée la même depuis leur réintroduction, Situs, Altus, Fortus, plus vite, plus haut, plus fort, ainsi que l'esprit de la compétition qui se retrouve dans l'expression « l'important n'est pas de gagner, mais de participer ». Et nous espérons tous que c'est l'état d'esprit qui animera encore cette grande fête du sport. Mais sans plus attendre, voilà la cérémonie qui commence. Et nous revoilà. Donc on imagine que le feu d'artifice va commencer pour célébrer donc ces 29e Jeux Olympiques de l'ère moderne. Et pourquoi en fait on dit de l'ère moderne, Amaury ? C'est parce qu'il y avait les Jeux Olympiques de l'ère antique, c'est ça ? Ouais, voilà. De l'ère antique pour désigner les Jeux Olympiques qui avaient lieu en Grèce en fait, bien avant, dans l'Antiquité tout simplement. Donc voilà, de nouveau une leçon avancée, très intéressante sur les Jeux Olympiques, quelque chose de vraiment très important en France. Ouais. Étant donné que les Jeux Olympiques, c'est un peu l'occasion pour tout le monde en France de voir d'autres sports, par exemple à la télévision. Ouais, c'est un peu l'occasion de sortir des sentiers battus du sport, on va dire. Exactement, de voir d'autres sports que les très populaires football, le rugby et tennis. Ouais, moi je suis content qu'on parle un peu de natation, d'escrime, de voile. Des sports qui sont pas mis à l'honneur d'habitude. Donc les Jeux Olympiques sont vraiment très suivis en France. Et d'ailleurs, quand des athlètes gagnent une médaille aux Jeux Olympiques, on est vraiment très fiers d'eux. Ah ouais. On en parle beaucoup à la télévision. Et puis, ils deviennent un peu la fierté nationale. C'est-à-dire qu'on les voit un peu partout, dans les publicités, dans des interviews. Ouais, c'est marrant, c'est des gens qui sont pas forcément connus, même pas du tout connus avant. Et puis après, ça a de telles retombées médiatiques. Ils sont mis sur le devant de la scène comme ça. Puis ils deviennent des célébrités, en fait. Pas tous, surtout ceux qui ont gagné des médailles d'or. Oui, je me souviens que, par exemple, Laura Flessel, qui a quand même
gagné 5 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Ouais. Elle était vraiment partout, dans beaucoup de publicités et à la télévision également. Elle le méritait d'ailleurs. Ça, c'est bien français. On est bien fiers de nos athlètes qui réussissent. Oui, évidemment, ça fait toujours plaisir de voir des athlètes se donner à fond, Mais même ceux qui ne gagnent pas, il faut penser à eux aussi. Car l'important n'est pas de gagner. mais de participer. Tout à fait. L'important n'est pas forcément d'aller aux Jeux Olympiques, mais de les suivre. Donc on espère que vous aurez l'occasion de suivre les Jeux Olympiques de Pékin Ou d'autres, peut-être. ou d'autres Jeux Olympiques. On espère que cette leçon vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine leçon avancée. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine leçon. Et vous savez qu'on peut se retrouver sur frenchpod.com. Alors, à bientôt. Au revoir tout le monde. The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Olympic Games. Les Jeux Olympiques. Event. La manifestation. Reminder. Le rappel. Celebrations. Les festivités. Olympiad. Les Olympiades. To put back. Remettre au goût du jour. Scale. L'envergure. Cradle. Le berceau. Aegis. L'égide. International Olympic Committee. Comité international olympique. To compete. Concourir. Counterpart. L'homologue. Dramatic. Fulgurant. Contestant. Le concurrent. Media coverage. La couverture médiatique. Motto. La devise. Now, a bit faster. Olympic Games. Les Jeux Olympiques. Cradle. Le berceau. Olympiad. Les Olympiades. To put back. Remettre au goût du jour. Scale. L'envergure. Reminder. Le rappel. Olympiad. Les Olympiades. Dramatic. Fulgurant. Aegis. L'égide. Motto. La devise. Media coverage. La couverture médiatique. Aegis. L'égide. Dramatic. Fulgurant. Aegis. L'égide. Dramatic. Fulgurant. Reminder. Le rappel. Event. La manifestation. Cradle. Le berceau. Media coverage. La couverture médiatique. To put back. Remettre au goût du jour. Cradle. Le berceau. Motto. La devise. Scale. L'envergure. Olympic Games. Les Jeux Olympiques. Counterpart. L'homologue. Event. La manifestation. Cradle. Le berceau. To compete. Concourir. Scale. L'envergure. Dramatic. Fulgurant. Olympic Games. Les Jeux Olympiques. Aegis. L'égide. Now, use the words in context. L'envergure. Last month's riots stood a chance of turning into a wide-scale conflict. Les émeutes du mois dernier risquent de se transformer en conflit de grande envergure. Remettre au goût du jour. Last summer, green was brought back in style by the fashion designers. L'été dernier, le vert a été remis au goût du jour par les créateurs de mode. Le berceau. Africa is the cradle of humanity. Le berceau de l'humanité est l'Afrique. Fulgurant. The actress's former colleagues, who didn't believe in her, were surprised by the dazzling rise of her career. L'ascension fulgurante de cette actrice a surpris ses anciens collègues qui ne croyaient pas en elle. Remettre au goût du jour. Last summer, green was brought back in style by the fashion designers. L'été dernier, le vert a été remis au goût du jour par les créateurs de mode.
Bienvenue à tous chers amis à FrenchPod. Nous voici ici pour une nouvelle leçon avancée. Je m'appelle Amaury. Et moi c'est Christella, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous avons une leçon, on va dire un peu historique. Un petit peu historique, oui, puisqu'on va parler d'un personnage très important, un personnage historique français, le général Charles de Gaulle. Voilà, quelqu'un qui a marqué l'histoire du pays. Et donc on a trouvé que ce serait vraiment intéressant d'en parler aujourd'hui. Et pourquoi on ne commencerait pas par écouter cette fois le monologue ? D'accord, donc on l'écoute ensemble. Si vous demandiez à l'ensemble des Français de citer l'homme d'État national qui a le plus marqué le XXe siècle, nul doute que Charles de Gaulle, plus communément appelé le général de Gaulle, viendrait en tête de liste. Ce personnage, haut en couleur, issu d'une famille catholique, est né à Lille en 1890. Après ses études en Belgique et à Paris, il entra dans l'armée et participa à la Première Guerre mondiale. Il poursuivit sa carrière militaire durant l'entre-deux-guerres et épousa en 1921 Yvonne Vandroux, dont il eut 3 enfants. En 1940, après la déroute de l'armée française face à l'Allemagne hitlérienne et la demande d'armistice, il se retrouva avec le grade de général à Londres, d'où il prononça le célèbre appel du 18 juin, dans lequel il appela les Français à la résistance durant l'occupation. Il incarna ensuite cette résistance, symbole d'une France libre. Il fut ainsi accueilli en héros par le peuple lors de la libération. Au cours des 25 années qui suivirent, il joua un rôle prépondérant au sein de la vie politique nationale, occupant par 2 fois le poste de chef de l'État. Au niveau international, on se souviendra qu'il fut plébiscité par le gouvernement et le peuple français pour sortir le pays de la crise que fut la guerre d'Algérie. Il mena également un combat acharné pour que la France et la culture française soient reconnues et respectées, refusant notamment la tutelle des États-Unis. Sur le plan national, il fut l'acteur principal de la construction de la Ve République et l'instigateur de la nouvelle Constitution. Il eut à gérer la crise que traversa le pays en 1968, où les Français, par l'intermédiaire des manifestations étudiantes et ouvrières de mai, exprimèrent surtout un besoin de changement dans la gouvernance du pays. Ces événements conduisirent à son retrait de la scène politique en 1969. Il s'éteignit 1 an et demi après sa démission, à Colombey-les-Deux-Églises, où, selon ses vœux, l'enterrement se fit dans l'intimité. Donc nous revoilà, que de choses accomplies par le général de Gaulle. Vraiment un personnage fascinant. Ouais, fascinant comme tu dis. Ce qui fait que si on faisait un sondage probablement en France, on dit nul doute qu'il viendrait en tête de liste. Donc on a l'expression nul doute. Alors nul doute que pour dire qu'il ne fait aucun doute que. D'accord. Il est clair que. Donc c'est sûr. On en est persuadé. D'accord. Ensuite le personnage est décrit comme haut en couleur. Haut en couleur, une expression vraiment très imagée, qu'on peut utiliser par exemple pour un paysage ou une peinture quand elle est vraiment très colorée et qu'elle a différents aspects. D'accord. Et on peut aussi en parler au sens figuré pour parler d'un personnage, d'une personne. Quand on dit qu'un personnage est haut en couleur, ça signifie que cette personne a une personnalité très, très complexe, différentes facettes vraiment très intéressantes. D'accord. Alors justement, ce personnage il est issu d'une famille catholique, il vient d'une famille catholique. C'est une façon très élégante de dire, d'expliquer de quel milieu il vient en fait. Son origine. Alors De Gaulle était un militaire, c'est comme ça qu'il a commencé, donc il s'est battu durant la Première Guerre mondiale. Tout à fait. Et il a poursuivi sa carrière militaire durant ce qu'on appelle l'entre-deux-guerres. Oui, l'entre-deux-guerres, en fait, c'est la période de 1919 à 1939, entre la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. Et on peut voir qu'il y a un nom en particulier pour ça en français, parce que c'est vraiment une période très importante. D'accord, on voit que les 2 guerres ont tellement marqué l'histoire de la France. Exactement. Qu'on a donné un nom pour la période qui les sépare. Donc voilà, donc il a poursuivi sa carrière, mais bon, la Deuxième Guerre arrive, 1940, la France est en guerre à nouveau. Malheureusement, l'armée française connaît la déroute. Une énorme défaite. Où l'Allemagne a envahi en très peu de temps le territoire français, ce qui aboutit à l'occupation. Une période très sombre de l'histoire française, l'occupation. Tout à fait, oui. Mais heureusement, elle s'est terminée par la libération. En 1945. Comme on peut le voir un peu plus loin dans le monologue. Ouais, donc cette libération, qui est en fait la reconquête du territoire français par une coalition d'armées internationales, notamment l'armée américaine, l'armée britannique, mais également une partie de l'armée française qui existait toujours, dans laquelle se trouvait le général de Gaulle. Et par la suite, il a joué un rôle prépondérant au sein de la vie politique française, un rôle vraiment très important, un rôle majeur. Il avait pris tellement d'ampleur avec tout ce qu'il avait fait durant la guerre. Il était vraiment un héros national déjà. Donc à ce moment-là, il va devenir chef de l'État, quelques années, et puis il va perdre ce poste.
Et là, c'est là qu'on va voir qu'il va être plébiscité par le gouvernement et le peuple français pour revenir à la tête de l'État. Et donc, on a ce mot plébiscité. Plébiscité qui vient du mot plébiscite, D'accord. qui est un autre mot pour dire référendum. Il est devenu aussi un verbe en français. Plébisciter quelqu'un, ça veut dire solliciter, demander fortement, demander en masse notamment. Donc, comme c'est dit, il fut plébiscité par le gouvernement et le peuple français. On voit aussi qu'il menait un combat qui est même qualifié d'acharné. Donc en fait, il se battait vraiment, il était vraiment entêté, il tenait coûte que coûte à ce que la culture française et la France soient reconnues et respectées. C'est ce qu'on entend par combat acharné. D'accord. Vraiment que quoi qu'il arrive, il ne voulait pas abandonner. D'accord, il a vraiment consacré beaucoup d'énergie. Exactement. Il a notamment refusé la tutelle des États-Unis. Ouais, et là en fait la tutelle, c'est une espèce de protection. Mais dans le contexte ici, il y a un sens péjoratif, qui est que en exerçant une tutelle, on a un certain contrôle également. On a pu écouter également que sur le plan national, il avait accompli pas mal de choses, mais que suite à certains incidents qui sont arrivés en 1968, il a dû quitter ses fonctions. Et se retirer de la scène politique. Et donc peu de temps après, le général de Gaulle s'éteignit dans un petit village. Alors il s'éteignit. C'est en fait un très joli verbe pour dire, comme par exemple on dit éteindre la lumière, là on dit s'éteindre, c'est un très joli mot pour dire mourir en fait. Ouais. Malgré sa popularité, son enterrement se fit dans l'intimité. Son enterrement eut lieu dans l'intimité, il n'y a pas eu de funérailles nationales. D'accord, on réécoute la biographie de Charles de Gaulle ensemble maintenant. Si vous demandiez à l'ensemble des Français de citer l'homme d'État national qui a le plus marqué le XXe siècle, nul doute que Charles de Gaulle, plus communément appelé le général de Gaulle, viendrait en tête de liste. Ce personnage, haut en couleur, issu d'une famille catholique, est né à Lille en 1890. Après ses études en Belgique et à Paris, il entra dans l'armée et participa à la Première Guerre mondiale. Il poursuivit sa carrière militaire durant l'entre-deux-guerres et épousa en 1921 Yvonne Vendroux, dont il eut 3 enfants. En 1940, après la déroute de l'armée française face à l'Allemagne hitlérienne et la demande d'armistice, il se retrouva avec le grade de général à Londres, d'où il prononça le célèbre appel du 18 juin, dans lequel il appela les Français à la résistance durant l'occupation. Il incarna ensuite cette résistance, symbole d'une France libre. Il fut ainsi accueilli en héros par le peuple lors de la libération. Au cours des 25 années qui suivirent, il joua un rôle prépondérant au sein de la vie politique nationale, occupant par 2 fois le poste de chef de l'État. Au niveau international, on se souviendra qu'il fut plébiscité par le gouvernement et le peuple français pour sortir le pays de la crise que fut la guerre d'Algérie. Il mena également un combat acharné pour que la France et la culture française soient reconnues et respectées, refusant notamment la tutelle des États-Unis. Sur le plan national, il fut l'acteur principal de la construction de la Ve République et l'instigateur de la nouvelle Constitution. Il eut à gérer la crise que traversa le pays en 1968, où les Français, par l'intermédiaire des manifestations étudiantes et ouvrières de mai, exprimèrent surtout un besoin de changement dans la gouvernance du pays. Ces événements conduisirent à son retrait de la scène politique en 1969. Il s'éteignit 1 an et demi après sa démission, à Colombey-les-Deux-Églises, où, selon ses vœux, l'enterrement se fit dans l'intimité. Alors mon petit Amaury, ce qui est vraiment intéressant dans ce dialogue, c'est quoi ? C'est que la plupart des verbes sont au passé simple. Ouais, d'accord, qui est plutôt un temps littéraire normalement. Oui, plutôt, mais il est aussi utilisé par exemple quand on veut parler de l'histoire. Comme ici. Aussi quand on veut faire des biographies, ouais. Comme ici. Parfait. Ou par exemple, c'est un temps qu'on peut utiliser à l'oral quand on fait des exposés. D'accord. Peut-être pas un temps qu'on emploie dans la vie de tous les jours, évidemment. Non, pas dans la vie de tous les jours, mais qu'il est important de connaître. Donc on espère vraiment que cette petite leçon va vous aider à encore mieux connaître et encore mieux maîtriser le passé simple. Tout à fait. Et on espère aussi que vous allez mieux connaître la vie du général de Gaulle. Donc moi, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est le passage à un moment où on dit que c'est un défenseur de la France et de la culture française en général. Cette personne ne s'est jamais un peu soumise aux 2 grandes puissances de l'époque. Les États-Unis et l'URSS. Oui. Il a toujours voulu défendre la France et faire en sorte que la France occupe une place majeure sur la scène politique internationale. On se souvient notamment de l'épisode qui avait lieu en 1967 au Québec, où à Montréal, devant des milliers de Québécois, il avait prononcé ce discours qui est resté dans l'histoire. « Vive Montréal, vive le Québec libre ». Ouais, c'était un peu une provocation quand même. C'était une provocation étant donné que le Québec fait partie du Canada. Et que la langue nationale est l'anglais, mais que De Gaulle voulait quand même promouvoir la langue française.
On espère que vous avez trouvé cette leçon intéressante. Ouais, donc n'hésitez pas à venir et nous laisser vos commentaires sur frenchpod.com. On sera ravis d'y répondre. Bien sûr. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine leçon avancée. Ouais, peut-être historique ou bien peut-être autre chose. Ce sera une surprise. On verra. En tout cas, j'ai vraiment apprécié de passer cette leçon avec vous et à très bientôt. Au revoir tout le monde. The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. There's no doubt that. Nul doute que. Charles de Gaulle. Le général de Gaulle. Full of color. Haut en couleur. Period between the two world wars. L'entre-deux-guerres. Route. La déroute. Preponderant. Prépondérant. Head of state. Le chef de l'État. To request massively. Plébiscité. Unremitting. Acharné. Guardianship. La tutelle. Withdrawal. Le retrait. To pass away. S'éteindre. Now, a bit faster. Charles de Gaulle. Le général de Gaulle. Withdrawal. Le retrait. Guardianship. La tutelle. Withdrawal. Le retrait. There's no doubt that. Nul doute que. To request massively. Plébiscité. To pass away. S'éteindre. Full of color. Haut en couleur. To request massively. Plébiscité. Preponderant. Prépondérant. Route. La déroute. Full of color. Haut en couleur. Unremitting. Acharné. Full of color. Haut en couleur. Charles de Gaulle. Le général de Gaulle. There's no doubt that. Nul doute que. Head of state. Le chef de l'État. Route. La déroute. To pass away. S'éteindre. Preponderant. Prépondérant. Charles de Gaulle. Le général de Gaulle. To request massively. Plébiscité. Preponderant. Prépondérant. Charles de Gaulle. Le général de Gaulle. Now, use the words in context. Nul doute que. There's no doubt that the group was never interested in our buyout offer. Nul doute que ce groupe ne fut jamais intéressé par notre offre de rachat. Haut en couleur. This colorful carnival takes place every year. Ce carnaval haut en couleur a lieu tous les ans. Plébiscité. This product has been massively supported by the consumers since it came out. Dès sa sortie, ce produit a été plébiscité par les consommateurs. Plébiscité. The citizens re-elected the mayor by referendum. Plébiscité par les citoyens, le maire a été réélu. Plébiscité. Was this law elected with a huge majority by the assembly? Cette loi a-t-elle été plébiscitée par l'Assemblée? S'éteindre. He passed away in his sleep. Il s'éteignit dans son sommeil. Plébiscité. Was this law elected with a huge majority by the assembly? Cette loi a-t-elle été plébiscitée par l'Assemblée? S'éteindre. He passed away in his sleep. Il s'éteignit dans son sommeil. Bonjour à tous et bienvenue à FrenchPod. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Amaury. Et moi c'est Christella. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon avancée concernant la chirurgie esthétique. Un sujet vraiment passionnant et vraiment très à la mode. Ouais, qui est sur toutes les lèvres, c'est le cas de le dire, qui est vraiment d'actualité, une forme de chirurgie qui a connu une évolution formidable ces dernières années. Exactement, donc on a pensé que ce serait intéressant d'avoir une leçon avancée dessus. Alors si on écoutait le dialogue, Amaury. C'est d'accord Christella, c'est parti, on écoute le dialogue ensemble.
Au XXe siècle, l'industrie de l'image s'est vraiment développée et de nouveaux standards de beauté se sont diffusés dans la société par le biais du cinéma et des magazines de mode. Les images de femmes belles, jeunes, aux traits fins se sont multipliées, créant par la même occasion chez de nombreuses femmes l'envie d'être et de rester minces et belles. La chirurgie esthétique est apparue et est devenue accessible d'un point de vue financier au grand public. De nombreux cas de patients ayant subi des changements radicaux grâce à la chirurgie esthétique ont défrayé la chronique, suscitant l'intérêt du public pour cette spécialité chirurgicale et popularisant les diverses techniques chirurgicales existantes. Aujourd'hui, près de 200 000 actes de chirurgie esthétique ont lieu chaque année en France. Les plus courants étant le lifting, la rhinoplastie, la liposuction et la pose d'implants mammaires. Les rêves de jeunesse éternelle ne sont en rien nouveaux, mais la chirurgie esthétique donne le sentiment que ce rêve est désormais atteignable. Le lifting est l'une des interventions les plus communes, et l'utilisation de la toxine botulique, ou Botox, s'est largement répandue ces dernières années, surtout dans l'industrie du spectacle. Cette toxine provoque des paralysies musculaires qui durent plusieurs mois, et permet ainsi d'éviter momentanément l'apparition de rides à la surface de la peau. Les opérations sont malgré tout de véritables interventions chirurgicales, avec tous leurs inconvénients et leurs risques, notamment des risques d'infection, de complications, et surtout le risque d'être déçu par le résultat de l'intervention. C'est pourquoi la propagation de la chirurgie esthétique pose des questions d'ordre éthique. Recourir au scalpel peut-il résoudre les problèmes qu'un patient a par rapport à son apparence ? Tous les chirurgiens esthétiques cherchent-ils à savoir si la décision du patient résulte d'une mûre réflexion avant de procéder à une opération ? Donc nous revoici. Ouais, c'est un vaste sujet qui soulève de nombreuses questions. Vraiment des questions très intéressantes. Sur lesquelles nous reviendrons d'ailleurs sûrement un peu plus tard. On va commencer par voir de quoi ce monologue parlait. Ouais. Donc en fait, tout commence avec ces fameux nouveaux standards de beauté qui se sont diffusés dans la société. Qui se sont répandus dans la société. Ouais, c'est ça. Par le biais du cinéma et des magazines de mode. Oui, en fait, c'est vraiment ça. C'est à travers l'industrie du cinéma et aussi les magazines de mode et la télévision que se sont transmis ces nouveaux standards de beauté. Donc là, cette expression « par le biais », c'est ça veut dire « à travers ». Oui. D'accord. Et donc, ces nouveaux standards de beauté véhiculaient une image d'une nouvelle femme qui avait comme critère d'être... belle, jeune, aux traits fins. Et donc, tu ajoutes ici « aux traits fins ». Au trait fin, en parlant de son visage en fait, au trait délicat. Vraiment une femme qui a un joli visage. D'accord. Et logiquement, la diffusion de cette image a créé chez de nombreuses femmes par la même occasion l'envie de ressembler à ce modèle. Voilà, et donc quand on dit ici par la même occasion... c'est en même temps. Ouais, par ce fait. En fait, ces nouveaux standards de beauté ont créé par la même occasion l'envie chez de nombreuses femmes de ressembler à ce modèle. D'accord, donc ça veut dire qu'ils ont ainsi créé cette envie de se rapprocher en tout cas de ces critères, de ces nouveaux critères. Et là, révolution... La chirurgie esthétique est apparue. Et pour de nombreuses femmes, ça a été la révélation. Surtout que la chirurgie esthétique est devenue accessible au niveau financier. Ouais. De nos jours, c'est plus seulement réservé aux stars hollywoodiennes. Ouais. Comment ça se fait ça en fait? C'est parce que... comment on peut voir que ça s'est répandu? Il y a eu des cas de chirurgie esthétique qui ont défrayé la chronique, c'est-à-dire dont on a beaucoup parlé parce qu'ils étaient vraiment extraordinaires. Et ils ont créé, ils ont suscité, ils ont entraîné l'intérêt du public pour la chirurgie esthétique. Donc c'est ce qui a popularisé la chirurgie esthétique, c'est ce qui a fait que de plus en plus de gens s'y intéressent. C'est ce qui a fait connaître au grand public les techniques chirurgicales. D'accord. Et même on voit par la suite qu'il y a 200 000 actes de chirurgie esthétique par année en France. Oui. 200 000 actes, mais moi j'aurais jamais dit qu'il y en avait autant. Moi non plus. J'étais vraiment étonnée du nombre d'opérations chirurgicales. Je suis surpris là. Mais alors là, ça prend en compte, j'imagine, toutes les opérations, mais il y a toujours les plus connues, les plus pratiquées. Dont le lifting, c'est-à-dire cette opération de rajeunissement du visage. D'accord. Après, on a aussi la rhinoplastie. Exactement, cette opération pour se faire refaire le nez. Et on a aussi la liposuction et la pose d'implants mammaires, qui est donc l'opération qui consiste à se faire refaire les seins. Exactement. Donc en fait, c'est vrai que maintenant, on a de nouvelles possibilités. Tout ça, ce sont des rêves qui sont atteignables. Qui semblent atteignables, du moins, surtout avec l'apparition de la toxine botulique. Le nom plus commun est le Botox. Exactement. Et qui sert à quoi en fait? C'est une toxine qui est injectée dans certaines parties du visage. Une toxine? Oui, elle est injectée dans certaines parties du visage dont on souhaite paralyser les muscles, de manière à ce que les rides ne puissent pas apparaître en surface. Mais ça, c'est pas une durée indéterminée? Les effets du Botox ont une durée limitée.
Et donc, ça peut avoir des effets ou des conséquences Assez importantes. Et oui, c'est vrai qu'il y a des risques d'infection ou de complications. D'accord. Pas tout rose. Non, c'est pas tout rose justement. Et c'est pour ça que malgré tout, il faut continuer à considérer les opérations de chirurgie esthétique comme de véritables interventions. Au vu des risques dont on vient de parler, je ne te mets pas en doute. Mais et donc malgré ces risques, on assiste à une propagation de la chirurgie esthétique. Elle continue à se démocratiser et à se populariser et se répandre. Mais la décision en fait de faire une opération de chirurgie esthétique, il vaut mieux qu'elle résulte d'une mûre réflexion. Il vaut mieux qu'elle soit précédée d'une réflexion approfondie, vraiment qu'on analyse bien les causes et les conséquences, les risques aussi de l'opération. C'est clair, il faut y avoir bien pensé. Oui. Et si nous réécoutions ce dialogue pour approfondir notre réflexion? C'est parti, Amaury. Au XXe siècle, l'industrie de l'image s'est vraiment développée et de nouveaux standards de beauté se sont diffusés dans la société par le biais du cinéma et des magazines de mode. Les images de femmes belles, jeunes, aux traits fins se sont multipliées, créant par la même occasion chez de nombreuses femmes l'envie d'être et de rester minces et belles. La chirurgie esthétique est apparue et est devenue accessible d'un point de vue financier au grand public. De nombreux cas de patients ayant subi des changements radicaux grâce à la chirurgie esthétique ont défrayé la chronique, suscitant l'intérêt du public pour cette spécialité chirurgicale et popularisant les diverses techniques chirurgicales existantes. Aujourd'hui, près de 200 000 actes de chirurgie esthétique ont lieu chaque année en France. Les plus courants étant le lifting, la rhinoplastie, la liposuction et la pose d'implants mammaires. Les rêves de jeunesse éternelle ne sont en rien nouveaux, mais la chirurgie esthétique donne le sentiment que ce rêve est désormais atteignable. Le lifting est l'une des interventions les plus communes, et l'utilisation de la toxine botulique, ou Botox, s'est largement répandue ces dernières années, surtout dans l'industrie du spectacle. Cette toxine provoque des paralysies musculaires qui durent plusieurs mois, et permet ainsi d'éviter momentanément l'apparition de rides à la surface de la peau. Les opérations sont malgré tout de véritables interventions chirurgicales, avec tous leurs inconvénients et leurs risques, notamment des risques d'infection, de complications, et surtout le risque d'être déçu par le résultat de l'intervention. C'est pourquoi la propagation de la chirurgie esthétique pose des questions d'ordre éthique. Recourir au scalpel peut-il résoudre les problèmes qu'un patient a par rapport à son apparence ? Tous les chirurgiens esthétiques cherchent-ils à savoir si la décision du patient résulte d'une mûre réflexion avant de procéder à une opération ? Donc nous voici de retour. J'aimerais revenir aussi sur la différence entre la chirurgie esthétique et la chirurgie plastique, qui s'adresse, je crois, à des personnes qui ont eu un accident peut-être ou qui ont été blessées, non ? En fait, il y a la chirurgie esthétique qui s'adresse à des personnes qui sont en bonne santé et qui ont envie de modifier une partie de leur corps pour des raisons purement esthétiques. D'accord, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ouais. Et la chirurgie plastique est réparatrice. Elle ne s'adresse pas forcément à des gens qui sont en bonne santé. Elle, par contre, elle peut s'adresser par exemple à des grands brûlés, des personnes qui ont eu un accident ou à des enfants qui ont eu des malformations à la naissance, par exemple. Donc elle est essentielle dans la médecine. Tout à fait, vraiment essentielle dans la médecine, et une partie de la chirurgie plastique est la chirurgie esthétique qui, elle, s'adresse à des personnes qui sont en bonne santé et qui veulent juste modifier une partie de leur corps pour des raisons purement esthétiques. D'accord. Et alors, est-ce que la chirurgie esthétique est bien réglementée en France ? Oui, elle est bien réglementée en France. Il faut vérifier que votre chirurgien soit un chirurgien référencé par le Conseil national de l'ordre des médecins pour être sûr que ça ne soit pas un charlatan. Et justement, la différence est faite aussi au niveau de l'assurance maladie, vu que la chirurgie plastique et réparatrice est remboursée. D'accord. Mais la chirurgie esthétique, elle n'est pas remboursée, elle n'est pas prise en charge par l'assurance maladie ni par une mutuelle complémentaire. En France. En France. Donc il faut bien réfléchir avant de faire ce genre d'opération. En plus, ça coûte tellement cher. En plus. Non mais c'est clair, il faut vraiment bien y réfléchir. Si c'est fait à la va-vite, on va arriver vraiment dans des cas extrêmes. Parce qu'en fait, moi, la chirurgie esthétique, je n'ai rien contre. Ce sont des gens qui décident d'apporter une modification à leur corps, c'est leur propriété. Ça ne pose pas problème. Ils n'empiètent pas sur ma liberté personnelle. Je vois pas trop ce que j'ai à leur dire à part porter un jugement, mais sinon, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais c'est vrai que ça me fait un peu peur dans le cas où on arriverait à des situations où les gens ne réfléchissent pas assez avant, que ne se soit pas bien légiféré et que les chirurgiens qui opèrent le fassent sans scrupule, uniquement pour l'argent. Et tu connais quelqu'un qui a déjà fait de la chirurgie esthétique, Amaury ? À ma connaissance, non, alors on me l'a pas dit. D'accord. Moi j'ai déjà une amie qui a fait de la chirurgie esthétique et j'ai pas compris qu'elle l'ait fait parce que je la trouve tellement belle. Donc je pense que c'est vraiment subjectif. Oui, mais après chaque personne a sa propre perception.
En tout cas, c'est vraiment un débat intéressant. On espère que vous viendrez sur frenchpod.com Tout à pour fait. laisser vos commentaires, nous dire ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà fait, si vous êtes satisfait du résultat ou si vous étiez déçu. Ou si vous comptez le faire. Ça peut être intéressant aussi. On vous dit à très bientôt pour une prochaine leçon avancée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To become widespread. Se diffuser. By means of. Par le biais de. Feature. Le trait. Plastic surgery. La chirurgie esthétique. Drastic. Radicale. To make quite a stir. Défrayer la chronique. To spark. Susciter. Facelift. Le lifting. Nose job. La rhinoplastie. Liposuction. La liposuction. Implant. Implant. Botulinum toxin. La toxine botulique. Wrinkle. La ride. Operation. L'intervention. Spread. La propagation. Now, a bit faster. Nose job. La rhinoplastie. Facelift. Le lifting. Drastic. Radical. Nose job. La rhinoplastie. Plastic surgery. La chirurgie esthétique. Drastic. Radical. Wrinkle. La ride. To become widespread. Se diffuser. Feature. Le trait. Facelift. Le lifting. By means of. Par le biais de. Implant. Implant. Spread. La propagation. Drastic. Radical. Spread. La propagation. Drastic. Radical. Nose job. La rhinoplastie. Drastic. Radical. Facelift. Le lifting. Nose job. La rhinoplastie. Facelift. Le lifting. Nose job. La rhinoplastie. By means of. Par le biais de. Implant. Implant. Liposuction. La liposuction. Plastic surgery. La chirurgie esthétique. Spread. La propagation. Wrinkle. La ride. Spread. La propagation. Plastic surgery. La chirurgie esthétique. To make quite a stir. Défrayer la chronique. Now, use the words in context. Se diffuser. That trend of thought spread across Europe at the end of the 18th century. Ce courant de pensée s'est diffusé à travers l'Europe à la fin du XVIIIe siècle. Par le biais de. A new law was passed to fight racist and xenophobic actions committed by means of information systems. Une nouvelle loi a été adoptée pour lutter contre les actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques. Susciter. That horror film aroused fear in the panel, and it was restricted under the age of 18. Ce film d'horreur a suscité l'effroi du jury et a été interdit aux moins de 18 ans. Défrayer la chronique. That runner made quite a stir on several occasions because he was doping. Parce qu'il se dopait, ce coureur a défrayé la chronique à de nombreuses reprises. La propagation. The spread of that idealization of beauty influenced numerous women. La propagation de cet idéal de beauté a eu de l'influence sur de nombreuses femmes. Se diffuser. That trend of thought spread across Europe at the end of the 18th century. Ce courant de pensée s'est diffusé à travers l'Europe à la fin du XVIIIe siècle. Susciter.
That horror film aroused fear in the panel, and it was restricted under the age of 18. Ce film d'horreur a suscité l'effroi du jury et a été interdit aux moins de 18 ans. La propagation. The spread of the idealization of beauty influenced numerous women. La propagation de cet idéal de beauté a eu de l'influence sur de nombreuses femmes.